Retour du Grand Direct et la mémoire en France. On va s'intéresser ce soir à l'histoire d'un camp dont le nom associé à celui d'une ville au nord de Paris ont évidemment tous les deux fait une entrée dans l'histoire à jamais. Il s'agit de Drancy, un camp en France. C'est René Poznanski qui est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous co-signez ce livre avec Denis Péchanski, qui est historien comme vous, avec la collaboration de Benoît Pouvreau. C'est sorti chez Fayard. Vous venez présenter ce livre en Israël. Demain soir, vous serez à l'Institut culturel français de Tel Aviv. Vous êtes enseignante au département de sciences politiques de l'université de Beersheva, donc en Israël, spécialiste de cette période de l'histoire. Drancy, quand on regarde les photos, et c'est ça qui est aussi étonnant, de l'époque, et quand on va aujourd'hui sur place, on s'aperçoit que ça a très peu changé finalement. C'est rare de voir justement un lieu qui a connu une telle histoire et qui est aujourd'hui devenu finalement un lieu de tous les jours d'habitation. C'est tout simplement parce que l'histoire de ce lieu commence avant la guerre. C'était un projet d'avant-garde dans les années 30, un projet d'avant-garde à plusieurs niveaux. C'était d'abord un projet architectural d'avant-garde. Il s'agit des premiers gratte-ciel de la région parisienne. Il y a même eu des cartes postales qui ont été sorties pour l'occasion. Il y a eu des articles qui ont été publiés jusqu'à New York sur le côté avant-gardiste du projet. Avant-garde également au niveau des procédés de fabrication qui devaient permettre d'économiser les coûts de fabrication et par conséquent, projet d'avant-garde sur le plan social, parce que l'idée c'était de produire du logement social de très haute qualité. C'est la période Front Populaire, c'est ça? C'était avant le Front Populaire, c'était au début des années 30, ça a commencé effectivement à se développer par la suite, au milieu des années 30, mais la crise économique a tout arrêté et le projet a été arrêté. Et du coup, c'est un chantier, c'est resté en chantier en fait. Les gratte-ciel ont été érigés. En fait, ils ont été peuplés par des gardes mobiles et non pas par une population, parce que les gens avaient peur en fait des gratte-ciel, de venir s'installer dans des gratte-ciel. C'est donc des gardes mobiles qui s'y sont installés. Et puis le reste n'était pas terminé. Et quand la guerre a éclaté, il y avait les bâtiments en U qui étaient là. Et c'était uniquement le bas-œuvre qui était fait. Les bâtiments étaient là, mais tout était le béton à nu. Les murs n'y étaient pas, aucune séparation à l'intérieur même des appartements. Et c'était un espace libre en fait. Et qui va devenir, donc, avec la guerre, un camp d'internement, mais d'abord pas pour les déportés juifs. Absolument, c'était une aubaine pour les Allemands. Tout de suite après la défaite, les Allemands cherchaient un endroit où parquer leurs prisonniers de guerre français. Et ils ont trouvé cet endroit-là qui était parfait en l'occurrence. Ils ont mis les officiers dans les tours et les soldats dans ces bâtiments, dans ce U désaffecté, qui est ensuite, alors ça a été une première époque du camp, ensuite c'est devenu un camp pour les civils de pays ennemis, de ressortissants de pays ennemis, canadiens, britanniques. Et les Juifs ensuite. Alors ça, on va en parler longuement évidemment avec vous, mais je voudrais d'abord qu'on regarde un sujet sur ce qu'était la vie à Drancy pendant la guerre, avec notamment le témoignage d'un gendarme français qui gardait le camp et qui a aidé des Juifs justement à s'échapper, et on en parle juste après avec vous. La cité de la Muette, à Drancy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 63 000 Juifs sont partis d'ici, essentiellement vers Auschwitz. Le camp était gardé par 300 gendarmes. Parmi eux, Camille Mathieu. En août 1941, lors de la première rafle, il avait 26 ans. Les images d'horreur le hantent encore. Souvent, la nuit, il y a qui jetaient du balcon. Aujourd'hui centenaire, l'ancien gendarme a du mal à s'exprimer, mais sa mémoire reste intacte. J'ai tout eu conscient que je devais faire quelque chose. Il a souhaité aider des familles dans la mesure du possible en transmettant du courrier, principalement de la nourriture et des médicaments. Et ma femme, moi. Camille Mathieu et sa femme Denise ont aidé 3 internés à s'échapper. En 1976, le couple a reçu la médaille des Justes parmi les nations. Camille Mathieu est le seul gendarme de Drancy à l'avoir obtenu. Le titre de Juste n'est accordé qu'à 3 conditions. La première, c'est qu'il faut des témoignages
directs de personnes qui ont été sauvées. Ça, c'est une condition absolument indispensable. La deuxième, c'est que la personne ne doit avoir tiré aucun profit de l'acte de sauvetage. Et la troisième, c'est qu'elle doit avoir pris des risques et elle doit avoir été consciente des risques qu'elle prenait en sauvant des Juifs. Pour avoir désobéi, Camille Mathieu a été radié de la gendarmerie en 1943. Les Juifs qu'il a sauvés sont devenus des amis proches. Mais Gérard, le fils de Camille, n'a compris que récemment ce qui les unissait à ses familles. Toute cette histoire ne nous a pas été racontée jusqu'aux années 95 ou 98, lorsque M. Eppelbaum a écrit un livre sur cette période. Les enfants n'ont rien à voir, si vous voulez, ce que j'avais fait. C'était ma conscience à moi. Une modestie que le journaliste Didier Eppelbaum a constatée chez tous les justes qu'il a rencontrés au cours de ses enquêtes. Eux considèrent que ce qu'ils ont fait est tout à fait normal. C'est quelque chose qui coulait de source pour eux. Ils n'avaient pas sur le moment, et même dans les années après la guerre, l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Camille Mathieu est le dernier gendarme encore en vie à pouvoir témoigner de ce qu'il s'est passé à Drancy. En tout, les justes comme Camille ont permis de sauver des centaines de milliers de personnes en Europe. Voilà, une histoire parmi d'autres. À Drancy, on est toujours avec René Poznanski, qui a co-signé ce livre Drancy, un camp en France. Alors, c'est une histoire extrêmement fouillée de ce camp que vous avez réalisé, avec dedans des documents inédits et même des illustrations réalisées par des déportés eux-mêmes en couleur, qui donnent une toute autre vision de ce que l'on connaît habituellement de la déportation. C'est très rare d'avoir des images, des dessins en couleur. Oui, on a des illustrations absolument extraordinaires qui sont pour la plupart inédites et qui dialoguent avec le texte. Il y en a plus de 120. Et l'idée, c'était vraiment non point d'illustrer le texte, si vous voulez, mais d'établir un véritable dialogue entre le texte et les images pour transmettre cette histoire dans toute sa complexité et par divers moyens. Et le résultat, et Fayard a fait un travail que je trouve extraordinaire. Ils ont fait une très très belle présentation et ça passe bien, enfin, je trouve. Et vous allez évidemment dans une période qui est tout à fait complète, c'est-à-dire que vous traversez évidemment ce qui a été le cœur de Drancy, c'est-à-dire le transit pour des milliers de déportés, près de 80 000 qui ensuite sont partis vers les camps de la mort. Et puis vous continuez aussi au-delà, parce qu'après la guerre, juste après la guerre, ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'il y a eu, ça a été encore un camp d'internement, mais cette fois pour une autre clientèle. Oui, alors effectivement, on a conçu ce livre comme une histoire complète d'un site, le site de la Cité de la Muette, et donc après le camp des Juifs, qui de lui-même a connu plusieurs périodes. Il y a eu le camp d'internement, il y a eu le camp de transit, effectivement. Il y a eu le camp français, ensuite le camp allemand, à partir du moment, à l'été 43 ou juillet, où Aloïs Brunner en a pris le commandement. Et puis après la libération, c'est devenu une des pièces centrales de l'internement des suspects de collaboration. C'est-à-dire que du coup, c'était des collaborateurs qui étaient internés à Drancy pendant 1 ou 2 ans. Et puis ensuite, ils ont été libérés eux-mêmes et le projet est revenu à sa vocation initiale, c'est-à-dire sa vocation de logement social. Les bâtiments ont été achevés. Est-ce qu'on a pris soin de préserver justement la mémoire de ce qui s'était passé dedans quand on a rénové tout ça? Ou est-ce que dans l'empressement finalement de l'après-guerre, on n'a pas pris peut-être toutes les précautions? Alors au départ, non. Au départ, ce qui a été fait, c'est qu'on a tout simplement rendu le lieu à sa vocation initiale. Et parallèlement, les organisations juives organisaient des pèlerinages, d'abord jusqu'à l'intérieur du camp et ensuite à l'extérieur,
à partir du moment où ça a été peuplé. Mais à partir de assez rapidement, il y a eu des associations d'internés qui ont essayé d'organiser, tout simplement, de préserver la mémoire du lieu. Alors au début, il y a eu des plaques, ensuite il y a eu des monuments, et en même temps, et du coup, on a un endroit tout à fait intéressant parce qu'il y a une cohabitation entre des habitants, les habitants de ce lieu, et la mémoire de la Shoah qui est maintenant très largement représentée avec même un musée qui a été construit juste en face. Il y a ce wagon qui évidemment il y a le wagon, il y a la statue de Shlomo Selinger qui a été érigée et inaugurée en 1976 et donc ça c'est au milieu de la cour, il y a ces bâtiments où logent des gens et en face il y a un musée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la population qui habite Drancy, et c'est un peu ça aussi qui fait toute la complexité finalement de cette situation, c'est qu'on est sur un lieu qui symbolise la persécution des Juifs de France, et aujourd'hui c'est une toute autre population qui habite là, souvent d'origine étrangère, qui peut-être ne réalise pas toujours l'importance historique de ce lieu. Alors, ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'il y a bien souvent des visites qui sont organisées sur les lieux, ils voient défiler des gens. On ne les entend pas souvent, il faut bien le dire, les habitants de la cité. Mais il y a un film qui s'appelle Les Voix de la Muette, qui leur donne précisément une présence et par lequel on termine ce livre. Et on voit très bien que pour certains, c'est un peu lourd à porter comme histoire. Pour d'autres, c'est un lieu comme les autres. Pour d'autres encore, mais c'est une histoire entre les Allemands et les Juifs, ce qui s'est passé ici. Ça n'a rien à voir avec la France, etc., etc. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres, ces voix s'entremêlent, et on a un lieu extraordinairement complexe et chargé, ça c'est clair. Est-ce que l'historienne que vous êtes n'eût pas souhaité quand même qu'on préserve ce lieu intact, comme ça s'est passé dans d'autres camps de... Non. Non, je pense que, d'autant qu'en 1944-45, il y avait une pénurie de logements. Et donc là, vous aviez des bâtiments qui étaient sur place et dont il suffisait d'achever la construction. Et puis, non, au contraire. La mémoire, vous savez, c'est quelque chose qui se transmet par les gens. Et donc, c'est quelque chose qui doit vivre. Et ce lieu vit. Et il vit de façon complexe, et il suit l'histoire de la France avec tout ce que ça représente, son passé, mais son présent également. Et je crois qu'il ne faut jamais, jamais effacer le présent pour préserver le passé. Et il y a eu quelque chose d'assez étonnant aussi. Est-ce que c'est un exemple d'ailleurs peut-être unique en Europe? Je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais c'est un lieu par lequel la plupart des Juifs de France qui après se sont retrouvés dans les camps de la mort sont passés. Quasiment tous les déportés Juifs de France sont passés ici. 84%, mais c'est vrai également à Westerbork en Hollande, c'est vrai également à Malines en Belgique. Je crois que c'est quelque chose qui est important, c'est de replacer cette histoire du camp des Juifs, de la période du camp des Juifs, dans un contexte beaucoup plus large. Le contexte de la politique allemande, d'extermination des Juifs, surtout la façon dont elle s'est réalisée en Europe occidentale. Donc ça, c'est ce que nous faisons dans ce livre. Et replacer dans le contexte général de ce qui se passait en France, ce qu'on savait de Drancy à l'extérieur du camp, à l'extérieur des barbelés. Il y avait des contacts ou pas, justement, entre la population qui habitait juste à côté et les internés, les déportés? Alors, la population qui habitait dans un des blocs, il y avait des balcons qui donnaient sur des petits jardinets. Et c'est un endroit, à partir de ces balcons, les internés venaient soit parfois voir de loin leur famille qui venait leur rendre visite parce que les visites étaient interdites. Donc ils se tenaient sur le balcon alors qu'il leur était interdit de s'y tenir et leurs épouses étaient plus loin et ils pouvaient de cette façon-là communiquer par geste. En levant les bras au ciel, il signifiait... Une d'entre elles, on a l'explication de ces codes gestuels pour l'une de ses familles. Lorsqu'elle levait les bras, ça voulait dire qu'elle s'en allait. Si elle inclinait le buste, ça signifiait qu'elle avait compris. Si elle faisait ça, ça veut dire qu'elle n'avait pas compris, etc., etc. Donc ça, c'était un moyen de communiquer. Et un autre moyen, c'était pour l'échange de courrier clandestin, puisqu'ils n'avaient pas non plus le droit d'écrire du courrier, ou alors le courrier était extraordinairement censuré et surveillé. Donc ils envoyaient des lettres clandestines en attachant sur une pierre et en mettant
de l'argent, il les envoyait dans les jardins qu'il y avait juste en face, et les jardiniers, lorsqu'ils venaient s'occuper de leur jardin, pouvaient les récupérer et les faire parvenir. Et ils ont gagné beaucoup d'argent de cette façon. Et si ça tombait au milieu, juste en dessous des barbeliers, si ça avait été mal lancé, c'est le gendarme qui récupérait ça. Avec donc des risques de représailles ensuite. Absolument. Parce qu'on est mort aussi à Drancy, il faut le signaler, il y a eu des cas de Il y a eu mortalité. des cas, effectivement, au départ c'était la malnutrition du temps de l'improvisation. Il y a eu des suicides au moment des déportations, oui. Merci beaucoup René Poznanski, c'est un ouvrage passionnant, effectivement extrêmement aussi bien présenté, ce qui lui donne aussi de l'attractivité. Ça s'appelle Drancy, un camp en France, c'est coécrit avec Denis Péchanski, vous le présenterez demain à l'Institut culturel de Tel Aviv, c'est publié chez Fayard. Merci d'être venu en parler dans ce studio. René Poznanski, merci à vous. Merci et bonne à vous. soirée, nouveau journal à venir dans un instant.